Bonjour à toutes et tous. Installez-vous, le débat va commencer. Je suis Blaise Desbordes, je suis le directeur de l'association Max Havelaar France. Et nous sommes extrêmement heureux d'accueillir aujourd'hui sur notre stand ici au Salon de l'Agriculture une table ronde sur le rôle des territoires, le rôle des collectivités dans la juste rémunération des producteurs. Ce mot qui circule beaucoup ces derniers jours, qu'est-ce que c'est qu'un prix plancher? Est-ce qu'un prix plancher rémunérateur est possible? Est-ce qu'on peut l'appliquer ici et maintenant dans les territoires? Nous, on y croit. Max Havelaar sait calculer des prix rémunérateurs planchers depuis des années et nous sommes particulièrement heureux de rencontrer un écho en France, dans des régions, dans des villes, dans des agglomérations, et pas des moindres, qui eux aussi ont envie d'explorer cette piste d'une alliance entre les pouvoirs locaux et l'enjeu, la société civile, et l'enjeu bien sûr d'assurer à nos producteurs, à ceux qui nous nourrissent, une juste rémunération. Donc aujourd'hui, vous allez voir, nous accueillons un panel extrêmement prestigieux d'intervenants qui vont devant vous présenter ce qui est possible. Notre ONG, notre association Max Havelaar France, depuis 30 ans, a des propositions à faire parce que nous savons aujourd'hui, par exemple, estimer un diagnostic de territoire, savoir si dans une filière locale le prix rémunérateur est atteint. Nous pouvons travailler avec les collectivités qui le souhaitent sur d'autres outils, pourquoi pas des clauses dans les marchés publics à affiner pour être conformes à la loi, pourquoi pas accompagner plus fortement les lois Egalim qui ont su montrer une direction mais qui n'ont pas su la rendre véritablement effective, on va en parler. Pour toutes ces raisons, merci d'être ici. Restez présents sur ce débat et je passe la parole à notre animatrice. À vous la présentation. Merci Blaise, merci beaucoup de m'avoir proposé de donner la parole à tous ces acteurs de la restauration collective. Moi, je suis Marie-Cécile Rollin, directrice du réseau Restoco. Restoco, c'est l'organisation interprofession de la restauration collective qui accompagne les collectivités publiques, les acheteurs de l'État, les associations qui, partout sur le territoire, nourrissent de l'enfant à la personne âgée, dans les écoles, les maisons de retraite, les hôpitaux, la restauration des administrations et les entreprises. Alors, ce sujet de justement la juste rémunération, elle est vraiment au cœur de ce que l'on porte chez Restoco. Et donc, avant cet échange, j'ai sondé un peu nos adhérents, acheteurs, cuisiniers de collectivités. Et effectivement, au quotidien, c'est 10 millions de personnes qui mangent tous les jours en restauration collective. Et au quotidien, ce sont des achats alimentaires que nous faisons chaque jour pour remplir les assiettes avec des produits très variés. Nous avons, comme vous le savez, des engagements Egalim très importants qui nous ont été fixés, avec 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Et bonne nouvelle, les produits du commerce équitable rentrent enfin dans cette enveloppe Egalim. Mais au-delà de ces produits du commerce équitable, c'est vraiment cet enjeu, la commande publique a un enjeu sur la juste rémunération des producteurs, même s'il y a parfois beaucoup d'interlocuteurs entre nous et l'éleveur, et on le verra avec chacun d'entre vous. Il est de notre devoir d'acheteurs de collectivités de s'assurer que par nos achats, nous avons un rôle auprès des territoires, auprès des filières de production. Restoco le fait au sein des interprofessions agricoles et vous, chacun d'entre vous, le faites sur vos territoires. Donc je suis très heureuse sur cette table ronde d'accueillir, et je vais chacun vous donner la parole, mais d'abord Léa Barbier, directrice générale d'Agri Paris Seine, Stéphane Morin, directeur adjoint de la direction des achats de l'État, Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts, Gauthier Chapuis, adjoint au maire de Lyon délégué à la végétalisation, biodiversité et conditions animales et alimentation, sans oublier. Et puis de l'Isère, nous avons Cyril Madinier, vice-président de l'Isère en charge de l'agriculture, bonjour, et Aurélien Clavel, éleveur et président du pôle agroalimentaire de l'Isère. Bien, bonjour à tous. Donc nous le disions, la commande publique et l'achat public est très certainement a pour rôle important d'agir de s'assurer de la juste rémunération des agriculteurs, des producteurs, des éleveurs. Stéphane Morin, en tant que directeur adjoint de la direction des achats de l'État et coprésident du GT-ECO du CNRC, Conseil national de la restauration collective, qui nous accompagne au quotidien dans la mise en place de la loi Egalim. La commande publique, Stéphane, peut-elle s'emparer des objectifs sociaux de la juste rémunération? Quel levier avons-nous en tant qu'acheteurs publics pour intégrer ces critères-là dans nos achats?
Bon, bonjour Marie-Cécile et puis bonjour à tous. Déjà, effectivement, il y a des leviers. On peut s'emparer de la commande publique, via la commande publique, des considérations sociales et de la juste rémunération. Je ferai peut-être deux préalables quand même pour poser le débat et le décor. D'abord, l'acheteur public ne connaît pas le niveau de rémunération du producteur. Il y a des intermédiaires, hein, vous l'avez cité. Ce qu'il connaît, lui, c'est le prix de vente qu'on lui propose et donc le prix d'achat qu'il fait. Donc comment ça se décompose par rapport à des intermédiaires de la rémunération des coûts et la rémunération du producteur, c'est une complexité en tant que telle. Un deuxième peut-être préambule, l'acheteur public ne fait pas le prix. Donc il choisit un prix dans les offres qui lui sont faites en tant que tel. Donc il n'est pas dans une logique de construction du prix par le haut, parce que c'est un débat, mais il est bien dans une construction du prix par le bas, au moins vu de sa fenêtre. On lui propose des prix, il y a des offres avec des qualités techniques et des qualités, puis une notation de prix. Et donc il choisit dans le panel qu'on lui a proposé parce que des entreprises ont souhaité candidater à un marché public ou pas. Donc une fois qu'on dit ça, il y a plusieurs leviers. Alors je vais juste les lister assez rapidement sans prendre trop de temps parce que je pense qu'ils seront développés par ailleurs. Un premier point, c'est de coller au prix au mieux par rapport aux évolutions du prix. Donc effectivement, le fait, au-delà du prix initial qu'achète l'acheteur public, c'est les indices de révision, c'est les clauses de révision, c'est la fréquence effectivement des révisions. Il est certain qu'on voit encore des marchés qui sont passés avec des prix fermes alors qu'on sait qu'on est sur un secteur où les prix évoluent beaucoup. Donc ça, c'est, je pense, un premier point. Il y a un deuxième point qui consiste quand même à chasser les postes de coûts inutiles. C'est vrai que la commande publique a sa complexité, qu'on a des exigences quand on est acheteur en exécution, que ça peut générer des coûts qui sont des coûts administratifs, qui sont des coûts d'intermédiation, peut-être évitables. Et il faut quand même essayer de travailler une logique où le prix d'achat de l'acheteur public aille à l'essentiel du prix de production ou du prix des intermédiaires et de la rémunération des intermédiaires et du producteur. Donc éviter dans la manière d'acheter, la manière d'exprimer son besoin ou l'exécution de son marché, tous des coûts qui sont au fait des coûts, je dirais, non productifs pour les acteurs concernés en tant que tels, mais qui satisfassent quelque part simplement l'acheteur. Troisième levier, incontournable, c'est la pondération du poids du critère prix. Vous savez que dans les marchés publics, on dit un poids du critère prix et un critère qualitatif au sens large, enfin les critères hors prix, je dirais au sens large. On voit des marchés à 60% de pondération du prix, d'autres à 35%. Bon, il n'est pas démontré qu'une pondération à 60 soit plus efficace sur le prix qu'une pondération à 35, surtout dans un secteur où le prix n'est pas fait pour l'acheteur public. Il est fait pour, je dirais, la filière au sens large, avec des acheteurs essentiellement privés en tant que tels. Donc de fait, c'est certain qu'avec une pondération à 60, c'est un peu difficile de faire jouer et de donner de la place aux critères qualitatifs. Donc ça, c'est effectivement assez compliqué. Autre point, là aussi pour les lister un peu rapidement, c'est la manière de noter le prix en tant que tel. Le grand classique, parce que ça rassure l'acheteur public, c'est zéro risque contractuel, juridique, contentieux, c'est de prendre la notation, de regarder la notation du prix par rapport à l'offre financière la plus basse. Là aussi, on sait que ça augmente un petit peu les écarts, que ça distord un peu, d'autant plus qu'en général, en faisant ça, on note, si je fais un peu de mathématiques, vous m'en excuserez, le prix 20 sur 20, le meilleur prix 20 sur 20, mais on note jamais la meilleure qualité 20 sur 20, parce que c'est comme à l'école, quand on a 18, on est déjà bon en qualité, et donc en fait, là aussi, c'est des mathématiques, mais ça distord un peu les échelles. Il y a d'autres méthodes qui existent, notamment jugées par rapport à la moyenne des offres, qui ne sont pas forcément très utilisées. On a aussi les prix pondérés, c'est dans la note de la direction des affaires juridiques sur le critère prix dans les marchés publics. Donc les prix pondérés, moi j'en ai pas vu un seul exemple en 20 ans. Je ne sais pas si les participants autour de la table ici ont déjà pratiqué, mais en tout cas ça permet de mal coter des prix lorsqu'en fait on vous propose un prix faible pour une qualité faible au-delà du rapport qualité-prix. Donc il y a des pistes sûrement à regarder. Autre piste, alors je peux décevoir certaines personnes, c'est effectivement réduire le nombre d'intermédiaires. Donc le nombre d'intermédiaires n'est pas forcément synonyme de juste rémunération des producteurs, nous sommes d'accord. Néanmoins, on sait que les intermédiaires, c'est de l'empilement de coûts d'intermédiation, c'est de l'empilement de marge. Donc c'est comment est-ce qu'en travaillant sur cette logique-là, on maximise le prix d'achat de l'acheteur public, qui lui, budgétairement, ne changerait pas dans ces conditions-là,
pour le fait qu'il aille, je dirais, plus directement et en proportion plus importante vers le producteur en bout de chaîne, en limitant effectivement un certain nombre d'intermédiaires. Donc c'est faisable dans certaines situations, ça ne l'est pas forcément. Ensuite, effectivement, il y a tout ce qui va être commerce équitable. Donc là, on en parlera largement, je pense, dans cette table ronde. Vu de la direction des achats de l'État, peut-être deux constats un peu généraux. C'est encore une question qui est trop vue dans le commerce nord-sud et pas forcément dans, je dirais, une approche locale auprès, je dirais, de la production française ou la production en proximité du territoire de la France. Et puis par ailleurs, vous le savez, vous ne le savez pas, mais en tout cas, l'acheteur public, pour pouvoir acheter du commerce équitable, doit s'appuyer sur des labels. Donc il faut qu'en face des labels, il y ait des producteurs et des intermédiaires qui soient labellisés. Et ce n'est pas encore complètement le cas, ça se développe, mais là c'est une question basique d'offre et demande. Si l'acheteur public demande beaucoup de labels commerce équitable et qu'en face il n'y a pas d'offre, il ne peut pas le faire, donc il ne va pas forcément y aller. Et peut-être dernier point pour balayer très largement, je dirais, les pistes, il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliées, c'est les acheteurs publics qui se sont labellisés relations fournisseurs-achats responsables peuvent se prévaloir de cette démarche de labellisation pour mettre dans leur marché des considérations ou des clauses qui visent à vérifier que ces titulaires ont une relation responsable vis-à-vis de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants. Et dans le responsable, il y a je dirais, la juste rémunération, il y a le fait de payer dans les délais, il y a le fait effectivement de verser des avances quand il le faut. Donc voilà, il y a un certain nombre de leviers. Le commerce équitable, c'est le plus direct sur la juste rémunération. Les autres sont plus indirects, mais néanmoins, l'enjeu, c'est de travailler la combinaison. Merci. Donc, vous parliez de label. Alors, justement, on va aller en Isère avec cet exemple du département, la création du label Isère avec un H. Cyril Madinier et Aurélien Clavel, voilà. Au côté du département, vous êtes emparés de ce sujet-là. Avec la création de ce label, expliquez-nous déjà pourquoi vous êtes allé sur ce sujet et comment ensuite ce label répond à un enjeu de juste rémunération des éleveurs. Écoutez, merci Marie-Cécile. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous ce matin. Et je suis encore plus ravi d'être avec Aurélien Clavel, qui est agriculteur sur le département de l'Isère et qui m'accompagne sur 2 jours et qui est en charge, qui est président du pôle agroalimentaire. Et donc, la marque Isère, c'est vraiment une marque où il y a 3 points qui est priorisé. Local, éthique et responsable. Avec comme point de mire la juste rémunération pour les agriculteurs. Bon, c'est une marque qui a été déposée et créée en 2018 et qui regroupe maintenant 1600 produits référencés sur l'ensemble du département. Donc ça a été vraiment un travail au long cours que le pôle agroalimentaire maintenant décline, développe, et Aurélien en parlera largement tout à l'heure. Et c'est vrai, ça permet d'apporter cette juste rémunération qui est vraiment le grand sujet du moment, je dirais, pour les agriculteurs. Donc c'est vrai que dans cette marque Isère, je vous donne un exemple. Au niveau des collèges, 54% des produits que mangent nos collégiens sont locaux ou bio. Donc ce qui est énorme, 54%. Et notre objectif, c'est d'arriver en 2028 à 100%. Donc au jour d'aujourd'hui, la marque Isère représente, je dirais, toutes les corporations, je dirais, de l'alimentation, hein, avec différentes associations, et ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est une marque qui est relativement récente, 2018, mais qui tend je dirais, à évoluer et vraiment se développer de façon conséquente. Aurélien, je vais te laisser parler un peu de la marque et puis je reprendrai après derrière la parole. Merci, et comprendre effectivement comment cette marque assure pour vous, en tant qu'agriculteur, une meilleure rémunération, comment les choses se sont mises en place. Bonjour, donc Aurélien Clavel, agriculteur département de l'Isère, production laitière, en IGP Saint-Marcelin, un peu de noix, noisettes et bière. Du coup, président du pôle agroalimentaire. Pour Cyril, M. Madinier l'a commencé à évoquer, où en fait c'est une structuration, je pense, unique en France, où on a une association, le pôle agroalimentaire de l'Isère, qui regroupe les collectivités locales et départementales,
nous avons les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers, chambres d'agriculture, un collège agriculteur, un collège transformateur et un collège distributeur. Et en fait, c'est en ayant tout ce panel qui ont un rôle à jouer en fait, dans la structuration des filières alimentaires pour pouvoir structurer les filières et amener une rémunération. Donc la juste rémunération de tous les intermédiaires est dans le cahier des charges. Tous ceux qui ont la volonté de construire. Et là, c'est l'agriculteur qui fait son prix. L'agriculteur ou le groupement d'agriculteurs, tout dépend pour les produits qu'on fait. Il fait son prix. Donc il faut que ça soit aussi cohérent avec ce qu'on peut trouver à côté. Mais il fait son prix qu'il souhaite et après le propose aux différents acheteurs. Et du coup, il y a un élément important. J'ai bien parlé de structuration de filière. Parce que pour rémunérer, il faut qu'on puisse vendre les produits. Pour pouvoir vendre, il faut que le produit proposé soit adapté à l'acheteur. Et du coup, en France, en gros, on a beaucoup de filières très longues, de filières très courtes, mais il manque encore, on a encore des lacunes dans ce qu'on peut appeler les filières de proximité. En gros, c'est comment cette production un peu plus locale est massifiée pour pouvoir répondre à certains cahiers des charges, donc comme la restauration collective. Et derrière, l'une des missions du pôle agroalimentaire, c'est aussi de structurer les filières. Et derrière, il y a des outils aussi qui sont mis en place, comme par exemple Récolter ou AB+, AB parce que c'est agriculture biologique plus, qui sont pour des légumes avec une légumerie, qui travaillent les produits locaux et qui permettent de les transformer et de les envoyer en distribution. Pareil avec notre abattoir pour la viande locale avec les éleveurs de saveurs. Donc voilà. Pour résumer, il faut que tous les acteurs soient autour de la table et soient partie prenante pour prendre en compte, structurer les filières et une considération pour le producteur. Et après, il y a une autre question quand même, c'est l'acheteur final. Est-ce qu'il est prêt aussi à supporter le coût ? Restauration collective, il y a aussi, je pense, ils l'aborderont, mais un coût supplémentaire à la fin des produits, parce que beaucoup de personnes sont exigeantes sur leur alimentation. Mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre les moyens à hauteur de leurs exigences ? Même si, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas toujours des surcoûts importants. Mais voilà, qui aussi supporte ce coût-là ? Est-ce que les collectivités sont prêtes à l'accompagner ou pas ? Vous avez un exemple de coût sur un produit pour le consommateur final ? Combien ça représente de centimes en plus peut-être sur un... Je laisserai répondre sur la partie plus restauration collective, là plus sur la partie distribution. Oui. On est à peu près de l'ordre entre 15 et 20%, et c'est à peu près ce que l'on a de marge supplémentaire pour l'éleveur, quoi. Avec cette promesse de juste rémunération. Et donc vous travaillez sur la complémentarité des marchés et des achats. Vous avez parlé du consommateur et de la vente directement au consommateur final, mais également les collèges, parce que le département est en charge de la restauration dans les collèges. Alors comment votre rôle, et je l'entends, il est à la fois dans la structuration de la filière, mais aussi votre rôle dans l'achat lui-même des collèges. C'est un levier, c'est un élément qui consolide finalement ces filières en apportant une partie uniquement de débouchés. En fait, tout à l'heure, vous parliez de prix, si vous voulez. Nous, on a fait un choix fort en 2021, c'est de mettre l'ensemble des prix pour l'ensemble des collégiens à 2 € le repas. Tout en sachant qu'au bout du bout, le repas ne nous coûte pas 2 €. Si Alors ça, c'est le coût matière dont vous parlez. 2 voilà. € d'achat matière dans la... Non, c'est 2 € pour le prix par prix enfant. de vente par famille. Prix de vente par famille, pour tout le monde. Et c'est vraiment été un choix fort. Et au bout du bout, je dirais, nous, le repas nous coûte aux alentours de 6,57 €. Donc, le département fait le complément. Alors, après, c'est quand même plus de 37 000 repas jour qui sont produits sur le département de l'Isère, sur 97 collèges. Et on a 8 cuisines mutualisées qui font, je dirais, les 2/3 de l'ensemble des collèges. Et sur l'ensemble de ces cuisines mutualisées, je redis, c'est 54% de produits locaux ou bio. Et dans ces 54%, si vous voulez, 38% sont bio. Et la loi Egalim, c'est 20%. Donc on est déjà largement au-dessus. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et pour ça, on a créé une plateforme en 2023 où ça nous permet de référencer, les producteurs qui peuvent répondre, aux différentes consultations. Parce que c'est vrai qu'au niveau de nos consultations, le prix, bien souvent, dans les marchés publics, le prix est quand même parfois
compliqué, je dirais, à analyser. Et en baissant, je dirais, le prix, je dirais le pourcentage de prix, excusez-moi, ça permet, je dirais, l'ensemble des personnes de répondre. Et aussi au niveau, par contre, on lance des consultations par grappe aussi, par secteur. Donc ce qui permet, je dirais, aux producteurs de vraiment répondre à l'ensemble des grappes. Et derrière, après, ils sont là pour, je dirais, livrer sur nos collèges. Et donc c'est un ensemble. Mais la marque Isère ne n'arrête pas uniquement au niveau des collèges, parce qu'on travaille aussi avec la grande et moyenne distribution, avec je dirais les producteurs, pour vraiment faire connaître cette marque auprès de la population et mettre en avant le fait que c'est vraiment la marque Isère, c'est vraiment avec haute valeur environnementale et c'est ou bio. Et c'est vraiment un atout et ce qui permet, je dirais, une acceptation, je dirais, d'une augmentation légère peut-être des prix. Mais tout en sachant qu'il faut quand même qu'il y ait la juste rémunération pour les agriculteurs. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Oui, très bien. Et donc, effectivement, la restauration collective, c'est un marché important, mais ça ne représente que 7% des achats alimentaires en France. Donc, si elle peut être un levier, elle ne peut pas être toute seule tout faire. Et c'est intéressant d'être sur cette complémentarité des débouchés. Alors, on l'entend dans ce que vous avez dit, il y a des critères pour l'acheteur, il y a de l'accompagnement à faire, mais il y a aussi des filières à accompagner, à structurer. Alors, on va regarder votre exemple, Léa Barbier. Léa, directrice générale d'Agri-Paris-Seine. C'est ce qui a été fait. C'est une jeune association qui réunit les collectivités du bassin de la Seine. Vous avez réussi à mettre autour de vous et des mêmes enjeux toutes ces collectivités avec cette volonté de développer des pratiques agricoles durables sur le territoire. Présentez-nous ces enjeux et puis concrètement, comment Agri-Paris-Seine va accompagner les acheteurs et les producteurs agriculteurs sur cet enjeu de juste rémunération. Oui, merci beaucoup. Donc bonjour tout le monde. Donc je suis Léa Barbier, je suis la directrice générale d'Agri-Paris-Seine. Donc Agri-Paris-Seine, c'est une association de coopération territoriale à l'échelle du bassin de la Seine qui réunit aujourd'hui donc 6 collectivités et la régie Hauts-de-Paris. Et dans ces 6 collectivités, on a 3 collectivités qui sont on va dire représentants de gros volumes de consommation, puisque c'est des collectivités de la région parisienne, à savoir la ville de Paris, la métropole du Grand Paris et le département de la Seine-Saint-Denis, qui ont uni leurs efforts avec 3 autres collectivités du bassin de la Seine, à savoir le PETR du nord de Lyon, la communauté urbaine du Havre et la métropole de Rouen, qui sont, eux, sur des territoires de production. Et l'enjeu, c'est d'essayer de trouver des réciprocités entre ces territoires, puisqu'on a d'un côté donc, des collectivités qui recouvrent des volumes, notamment sur la restauration collective, qui sont conséquents, puisqu'on est notamment sur la ville de Paris, on parle de 30 millions de repas par an pour la restauration collective, et qui sont donc un levier, donc celui de la commande publique, qui vont aider à structurer les filières locales et durables. Donc un des enjeux clés d'Agri-Paris-Seine, c'est d'appuyer la structuration des filières locales et durables à l'échelle du bassin de la Seine, en s'appuyant en premier lieu sur le levier de la commande publique et pourquoi pas ensuite sur d'autres débouchés. Parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est comment on arrive à structurer l'offre pour aller jusqu'à la restauration collective en local. Puisque aujourd'hui, la restauration collective est beaucoup fournie par des distributeurs qui ont des approvisionnements nationaux ou internationaux, mais pas forcément dans une optique vraiment d'approvisionnement local avec une vraie structuration en termes d'outils, notamment les questions des outils logistiques qui sont extrêmement clés si on veut accompagner la structuration des filières. Et donc l'enjeu d'Agri-Paris-Seine, ça va être de contribuer au maillage d'outils intermédiaires de filières, donc que ce soit des outils de transformation ou des outils logistiques, pour mieux structurer l'offre locale en vue d'approvisionner la restauration collective. Ce qui est important pour Agri-Paris-Seine, c'est qu'il y a eu des choix assez exigeants sur la définition de l'agriculture durable. Donc l'enjeu, évidemment, c'est du local, moins de 250 km de Paris, et on a intégré un certain nombre de labels, à savoir label bio, label rouge, label du commerce équitable, et donc c'est là qu'on rejoint de manière directe la question de la juste rémunération, label pêche durable et les paiements pour services environnementaux d'Eau de Paris, dont je reparlerai certainement juste après, parce que c'est aussi un levier de juste rémunération des producteurs. Et donc un des principes un peu clés d'Agri-Paris-Seine, c'est de promouvoir une agriculture locale diversifiée, agroécologique, de protéger les ressources, donc ressources en eau, ressources
du sol et de l'air, et le principe de juste rémunération du producteur. Donc ça, c'est vraiment dans les fondements de l'association que de prendre en compte cet enjeu de la juste rémunération. Par rapport, du coup, alors si je rejoins la... Ouais. Alors sur les acheteurs, donc vous allez les accompagner, du coup, la commande publique Oui, alors de manière, du coup, on va dire un peu concrète. Donc là, l'association est assez récente puisqu'elle a été créée au mois de juillet et on est en train de travailler aujourd'hui donc à la stratégie et aux actions prioritaires d'AgriParisSen. Parmi les actions prioritaires, nous, on voit l'enjeu de contribuer fortement à la mise en relation entre les producteurs et groupements de producteurs locaux engagés dans ces pratiques agricoles durables avec les gestionnaires de la restauration collective. Donc un outil clé, mais je pense que Audrey en parlera juste après, les rendez-vous de la Restoco. Mais en tout cas, AgriParisSen va avoir pour rôle de créer des outils de mise en relation de manière très directe. Donc comment est-ce qu'on accompagne à faire aboutir une contractualisation entre les gestionnaires de la restauration collective, donc des collectivités d'AgriParisSen, et les producteurs et groupements de producteurs locaux du bassin de la Seine. Donc première, disons, on va dire... priorité d'AgriParisSen, créer des rendez-vous tripartites, bipartites, lever le frein de la question logistique pour certains producteurs qui est vraiment, vraiment clé aujourd'hui pour les appros. Et donc ça va être, comme je le disais, donc, accompagner la structure, au développement ou au renforcement des outils existants sur le territoire pour la structuration de filières, gérer cette mise en relation, donc accompagner cette mise en relation entre fournisseurs et collectivités. Et un dernier point, mais alors je ne peux pas trop m'avancer pour l'instant parce que c'est encore en réflexion, mais on s'inspire effectivement d'initiatives de type marque ou label de territoire. Donc là, il y a un voyage d'études qui sera organisé à Rennes pour découvrir le dispositif Terre de Source. Qui lui fait le donc c'est un label aussi, c'est une marque aussi qui engage aussi donc des transformateurs, des distributeurs et des producteurs et des gestionnaires pour inciter encore une fois donc à approvisionner la restauration collective localement, mais avec un enjeu très fort sur la protection de la ressource en eau. Et donc ça, c'est une dimension qui est très clé pour AgriParisSen. C'est un des piliers, on va dire, aussi de l'association, c'est vraiment de s'engager sur la protection de la ressource. C'est pour ça que, par exemple, le dispositif Terre de Source nous intéresse de ce point de vue-là et qu'on va très certainement s'en inspirer aussi pour mener les premières actions d'AgriParisSen. Et ça me permet de faire le lien sur le paiement pour services environnementaux. Donc on m'a demandé de faire un peu un focus là-dessus. Donc, parmi donc, les membres d'AgriParisSen, il y a Haute-Paris, la régie Haute-Paris, qui a mis en place depuis 2020 des paiements pour services environnementaux. Donc cette idée, elle rejoint, elle est très forte sur la question de la juste rémunération des producteurs, puisqu'en fait, elle induit l'idée qu'il faut rémunérer les agriculteurs de manière juste, dans la mesure où ils s'engagent dans des pratiques durables et notamment de protection de la ressource en eau, et que c'est un service rendu à la collectivité. Pourquoi ? Parce que ça évite tous les coûts cachés de les coûts de dépollution du sol et de l'eau, les coûts sur la santé que l'usage de pesticides et d'engrais implique dans l'agriculture intensive conventionnelle, et que donc les producteurs qui s'engagent dans ces démarches et qui limitent du coup les externalités négatives et les coûts cachés, on va dire, d'une agriculture conventionnelle, doivent être rémunérés pour le service qu'ils rendent à la collectivité. Et donc Haute-Paris, qui a pour enjeu donc d'approvisionner les Parisiens en eau potable, a bien sûr pour rôle aussi de dépolluer l'eau et donc de la traiter. Et donc elle incite ces producteurs, les producteurs donc, qui sont situés sur les aires d'alimentation de captage en eau potable, elle les accompagne pour les inciter à transformer leurs pratiques, donc limiter les pesticides et les intrants. Et donc sur une période de 7 ans, les producteurs reçoivent un accompagnement à la fois technique et financier, puisqu'il y a aussi une subvention à la clé, pour s'engager dans ces pratiques durables et de manière à mieux préserver donc, les eaux souterraines qui sont captées par Haute-Paris. Et donc, pour un petit mot en termes de chiffres, donc aujourd'hui c'est 82 producteurs qui sont engagés en PSE avec Haute-Paris. C'est 12 500 hectares concernés par ces PSE. Et donc les PSE, voilà, c'est vraiment un moyen aussi d'accompagner cette transition écologique et de protection de la ressource, mais de manière très concrète, donc en rémunérant correctement les producteurs qui s'engagent dans ces démarches. Et je conclus là-dessus. Un des enjeux pour Haute-Paris à rejoindre AgriParisSen, c'est justement la question ensuite du débouché et de la commercialisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accompagné et rémunéré justement ces producteurs en transition, comment est-ce qu'on leur trouve des débouchés, notamment via la restauration collective, pour leur permettre d'être sur des modèles économiques pérennes. Et donc, encore une fois, c'est là qu'AgriParisSen a un rôle à jouer.
de belles pistes qu'on va suivre. Alors Audrey Pulvar, vous êtes vice-présidente de AgriParis-Seine, mais également adjointe à la mairie de Paris en charge de l'alimentation durable. On le voit, les collectivités, les élus ont vraiment un rôle important, que ce soit en amont et aussi dans l'accompagnement des différents marchés, et dont la restauration collective, mais pas uniquement. Côté Ville de Paris, effectivement, vous avez une pulsion forte qui est portée. Je vous laisse nous en parler et nous parler de comment cela va accompagner cette juste rémunération des agriculteurs. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors peut-être par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, inclure peut-être un biais plus politique dans la discussion, hein, vous m'en excuserez, mais voilà, c'est l'élu de la ville de Paris qui parle, parce que je crois que les sujets dont nous parlons là depuis le début et qui occupent l'actualité depuis plusieurs semaines, ce sont des sujets éminemment politiques qui dépendent d'une volonté, d'un engagement politique. Et cet engagement, alors par avance, mes excuses si je dis du mal de votre employeur, parce que je trouve que l'État n'est pas toujours exemplaire en la matière. Cet engagement politique, il transforme les choses. C'est pas le système agricole tel qu'il est organisé aujourd'hui et cette inégalité dans le partage de la valeur, cette inégalité, cette injustice en matière de reconnaissance du travail fourni par les agriculteurs, les agricultrices, les agriculteurs, les éleveurs, éleveuses, pêcheurs, pêcheuses, et puis dans tout ça, les paysannes et les paysans, ce n'est pas une fatalité. C'est avant tout une question de choix politique. À Paris a fait depuis plusieurs mandats, mais singulièrement avec la création de la délégation à l'agriculture, à l'alimentation durable, les circuits courts et de proximité, le choix d'accompagner la transformation et la transition écologique de l'agriculture qui la nourrit. Paris n'est pas évidemment un territoire, elle l'a été, mais n'est plus un territoire de production agricole très forte. On a un peu d'agriculture urbaine qui remplit d'autres missions que de nourrir l'ensemble des Parisiens. Mais évidemment, Paris dépend beaucoup d'une agriculture qui l'environne. Alors, nous avons défini notre critère de proximité à 250 km autour de Paris, mais évidemment, on se fournit aussi un peu plus loin que de 250 km. Et on utilise, depuis 3 mandats, le levier de la commande publique, avec des cahiers des charges et des marchés publics exigeants en matière de pratiques agricoles et de contenu des plateaux des convives pour améliorer notre restauration collective, mais surtout agir en amont et offrir des débouchés sûrs et pérennes à des productrices et des producteurs qui s'engagent dans des démarches agricoles durables. Et donc on est passé de 2008 à 2020-21 de 7% à 54% de bio et ou durable dans notre restauration collective. Alors on fait 54% de bio et ou durable. On est un petit peu moins bon que vous sur le bio, purement bio, parce qu'on est à 35%, je crois que vous avez dit que c'était à 35% de bio et le reste, donc dans les 54%, c'est du durable. Et nous avons voté à l'unanimité du Conseil de Paris un plan alimentation durable en 2022 qui fixe l'objectif pour 2027 à 100% de bio et ou durable, dont 75% de bio, mais surtout dont 50% provenant de moins de 250 km de Paris, qui est notre critère de proximité. Donc pour nous, le local, c'est 250 km autour de Paris. Et ça, c'est le sujet qui est très très important de ce plan alimentation durable, parce que pour une ville comme Paris, au passage, puisque je parlais d'engagement politique, je signale que Paris est le premier acheteur public de bio en France. Et je me dis parfois que ça devrait être l'État, en fait, le premier acheteur public de bio. Donc, c'est la ville de Paris. Ce critère de proximité, que 50% de notre restauration collective durable proviennent de moins de 250 km de Paris, ça veut dire un vrai changement et une vraie structuration des filières pour approvisionner la restauration collective de Paris. Et là, on se dit, mais en fait, nous, on a élaboré ce plan alimentation durable, ça nous a pris un certain temps. On est passé par plusieurs étapes, mais moi, j'ai coutume de dire qu'on a le plan. On a ce plan alimentation durable qui est très ambitieux et qui notamment prévoit critères de 100% de bananes et de chocolat équitables avec les labels équitables Nord-Sud, et on a aussi des labels équitables Nord-Nord, avec un certain nombre de dispositions, le bannissement des perturbateurs endocriniens. On a mis aussi en place une stratégie de bannissement des plastiques, de l'ensemble des plastiques de notre restauration collective. Mais ça, c'est la feuille de route. Et on avait besoin d'un outil
pour mettre en œuvre cette feuille de route. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que une ville comme Paris, si elle décide d'avoir 100% de bio dans sa restauration collective, c'est possible, mais il y a peu de chances que ce soit 100% de bio français et encore moins 100% de bio durable, de bio local, pardon. Donc, on a besoin de structurer les filières d'approvisionnement françaises et de façon plus resserrée, locale, pour atteindre nos chiffres. Et c'est pour ça, après 3 ans de travail, une conférence citoyenne de l'alimentation durable, des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable qui ont duré 6 mois, plus un gros travail interservice qu'on a créé AgriParisSen, avec donc effectivement 5 autres collectivités et l'organisme Haute-Paris, pour que AgriParisSen nous aide, pas seulement Paris, mais l'ensemble des membres fondateurs d'AgriParisSen, à structurer les filières de circuits courts et de proximité en alimentation durable. Et j'insiste parce que Léa l'a pas fait, mais je veux redire que pour nous, le sujet, c'est pas seulement de développer les filières du local, mais c'est développer les filières du local et du durable. Et c'est pour ça que dans ma délégation, la partie circuit court est un peu importante quand même, puisqu'il s'agit pour nous de développer les circuits courts et de proximité. Donc proximité locale, mais circuit court, moins d'intermédiaires, relation directe entre le producteur et la collectivité, et donc meilleure rémunération pour le producteur. On le fait déjà un peu, je termine très rapidement, mais encore une petite minute de votre attention. On le fait déjà un peu, mais je veux revenir quand même sur AgriParisSen parce que c'est un très bel outil et je suis particulièrement heureuse que ce soit Léa Barbier qui en est la direction générale et Marc Dufumier qui en est la présidence. AgriParisSen va être, comme on dit en bon français, un game changer si AgriParisSen atteint un de ses principaux objectifs, qui est de changer le rapport de force entre l'offre et la demande. Jusqu'ici, alors je ne sais pas comment ça se passe à Lyon, mais dans la plupart des collectivités, vous avez une collectivité qui est donneur d'ordre, qui passe des marchés publics et qui dit voilà, moi j'ai un gros marché pour ma restauration collective, j'ai besoin de tant, j'ai besoin de telle diversité de références, j'ai besoin de 25, 30, 40 références, j'ai besoin de tel tonnage par an, de telle régularité, etc. Voilà, marché public, démerdez-vous. Nous, on dit, et donc là, c'est l'offre qui doit s'adapter à ce marché public. Et donc, pour une ville comme Paris, avec ses 30 millions de repas par an, ou la Seine-Saint-Denis, avec 5 millions de repas en restauration collective par an, qui peut répondre à ce type de marché? Les grosses plateformes, les organismes du type, allez, on va en nommer un, Sogeres par exemple, ou Sodexo pour un deuxième. Et là, l'idée avec AgriParisSen, c'est d'inverser ce système et de faire en sorte que ce soit à la collectivité, donc à la demande, de s'adapter à l'offre de son territoire. Et ça veut dire pour une ville comme Paris, parce que ce serait peut-être plus facile à Lyon ou à Montpellier, mais pour une ville comme Paris, ça veut dire vraiment changer l'offre du territoire à 250 km et accompagner ce changement, ni sans ni contre les agriculteurs, mais plutôt avec et pour eux. Et faire en sorte que ce soit à nous, collectivités, de nous adapter et d'accompagner la montée en gamme, la montée en puissance et la montée en organisation, y compris, je vois David Béliard, adjoint aux mobilités, les questions de logistique qui sont très importantes. C'est à la collectivité finalement de prendre la responsabilité d'accompagner la montée en gamme et en puissance du producteur. Et j'en termine vraiment là. Quand je disais qu'on fait déjà des choses, je parlais hier avec la Confédération paysanne et je sentais qu'ils avaient un peu de doute quand je leur disais, mais oui, nous, on s'attache à Paris. Alors, on a la chance d'avoir 21 gestionnaires, ce qui permet de faire de l'allotissement, des commandes groupées, du gré à gré, etc. Nous, on s'attache à ce que le producteur, le paysan, celui ou celle qui a les mains dans la terre ou qui élève ses vaches, etc., ait un lien direct avec le gestionnaire, sans aucun intermédiaire. Alors, on n'y arrive pas pour tout, mais on essaye au maximum et c'est ça notre objectif. Donc on organise effectivement les rendez-vous de la restauration collective durable, qui est un moment de grande rencontre entre les gestionnaires et des centaines de producteurs, mais par ailleurs toute l'année on travaille sur ce sujet-là. C'est plus compliqué pour nos gestionnaires, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je pense que certains jours ils me maudissent un peu, mais l'idée c'est que c'est vraiment la collectivité qui s'adapte à l'offre de son territoire. Donc nous on est en lien direct et on accompagne
Donc c'est vraiment du travail de dentelle, hein. On accompagne les paysannes et les paysans pour justement les aider et ça va être aussi une mission d'AgriParisSen, à répondre à un appel d'offres, à répondre à un marché public. Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas la ressource humaine, ils n'ont pas le temps, ils l'ont dit assez, hein, qu'ils avaient déjà beaucoup de paperasse à faire, etc. Donc c'est vraiment, et là je crois que vraiment c'est une question aussi de choix politique et de volonté politique. Et qu'aujourd'hui, une ville comme Paris, mais je sais qu'à Lyon, ils font aussi beaucoup de choses, et dans beaucoup d'autres villes, hein, Grenoble notamment, il y a des villes qui s'engagent pour utiliser le levier de la commande publique et transformer, accompagner la transition écologique de l'agriculture pour une meilleure rémunération des agriculteurs, une préservation des écosystèmes et de la santé publique. Et ça, je pense que c'est une force qui n'est pas négligeable, même si nous ne représentons que 7% de la commande totale. Voilà. Oui, on l'entend, le rôle des collectivités, qu'elles soient départements, villes, métropoles, est important. Et on entend aussi dans ce que vous dites ce rôle d'accompagnement des gestionnaires, parce que c'est aussi un changement de pratique pour les acteurs de la restauration collective. Alors on est heureux d'accompagner au sein de Restau'co la plupart des caisses des écoles dans la démarche gratuite Mon Resto Responsable, démarche de progrès qui accompagne l'ensemble des équipes de restauration dans ces changements de pratique pour se remettre en question de l'achat jusqu'à la cuisine et à la distribution des repas. Parce que tout ce que vous avez évoqué là, ça demande des modifications, peut-être des changements, des petits pas, mais dans un nombre de personnes important. Vous le savez bien, puisque vous le vivez à Lyon, Gauthier Chapuis, vous êtes adjoint au maire de Lyon. Vous connaissez bien la restauration collective également, on en parle régulièrement. Donc de votre côté, voilà, comment accompagnez-vous par la restauration collective, mais pas que, l'agriculture sur Lyon et le bassin? Bonjour à tous et à toutes, merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir d'intervenir sur cette table ronde-là. Commencer effectivement aussi par un propos politique. En fait, l'État aurait de bon ton de regarder ce qui se passe dans les collectivités, parce que vous voyez autour de la table des départements, des villes, des communes qui s'engagent en fait déjà. Et je vais lever un peu le voile sur la chose. Tout ce que l'on fait là, nous tous et toutes autour de la table, c'est simple en fait. C'est très très simple. Il suffit effectivement de volonté politique. Et puis, il suffit surtout de se mettre autour de la table, avec les agriculteurs et les agricultrices. Et ça commence sur le moment où on rédige les cahiers des charges, en fait. Il n'y a rien de plus simple que de rédiger un cahier des charges si on a une vision de ce que l'on veut, avec les gens qui produisent et qui nous nourrissent, en leur disant mais on est en train de rédiger un cahier des charges. Alors sur Lyon, c'est 27 000 repas tous les jours, c'est le plus gros marché de la ville de Lyon, hein, avec 43 millions d'euros sur le marché de la restauration scolaire, donc ça c'est les cantines. Et on a 108 restaurants scolaires après sur la ville. Et ce que l'on a fait, c'est ça, on s'est installé avec elles, avec eux, avec la Chambre d'agriculture, avec l'Association de développement de l'agriculture biologique sur le territoire, et on leur a dit comment on fait. On peut marquer label, effectivement. Par contre, on n'a pas le droit de marquer local dans les marchés publics. D'ailleurs, c'est une démarche que l'on pousse avec le réseau France Urbaine pour déverrouiller cela au niveau de la Commission européenne, hein, pour qu'on puisse, nous, collectivités, écrire enfin local, au moins sur un pourcentage des marchés publics. Mais bref, en tout cas, on peut déjà faire beaucoup de choses en écoutant celles et ceux qui produisent et en leur disant de quoi vous avez besoin. Et en fait, ils et elles vous vont répondre, on a besoin de visibilité, de savoir combien de tonnage vous faites, quand est-ce que vous produisez, on a besoin de voir vos outils de production, donc voir les cuisines centrales en fait, pour comprendre vos enjeux et vos problématiques. Et également, on a besoin de souplesse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas marquer dans un menu que vous voulez des fraises tel jour. Vous avez besoin de mettre fruits de saison pour que nous, au niveau du climat, si les fraises arrivent trop tôt ou trop tard, vous ne soyez pas obligés d'aller chercher en bio, mais en Espagne. Donc c'est ça, en fait, ce dont ils ont besoin. Et c'est ça qu'on a fait. En fait, on a juste écouté la parole de celles et ceux qui produisent autour de Lyon. Donc pour Lyon, mais j'imagine que c'est pareil au niveau du département et c'est pareil pour la ville de Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de continuer ensuite avec elles et avec eux, une fois que le marché est passé. Et c'est ce que l'on a fait. On a mis en place une commission agricole. Donc on se regroupe à peu près tous les trimestres avec les producteurs et les productrices qui sont représentés par la Chambre d'agriculture et puis par l'ARDAB qui est en fait la FNAB au niveau régional. Et on continue à discuter avec elles et avec eux
on va voir les filières en tension. C'est avec elles et c'est avec eux qu'on a défini la notion de local. Qu'est-ce que ça veut dire local pour vous ? Donc c'est comme ça qu'on a dit, local en fait c'est des cercles concentriques autour de la cuisine centrale. Il y a des filières de produits bruts, les pommes, les poires, c'est simple. Les produits transformés, c'est ce que vous disiez, les filières de proximité, c'est plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on dit sur le local ? Là on est en train de négocier justement la définition du local pour la viande, parce que la viande demande en fait de l'abattage, et donc on est en train de voir comment on définit le local pour favoriser, valoriser encore une fois la viande du territoire. Et donc ça c'est le long du marché. Et la troisième phase, c'est de piloter le changement. Et c'est dans cette phase-là dans laquelle on est. Aujourd'hui, on est à 55% de bio, 65% de bio en valeur d'achat à la rentrée de septembre prochain. Et on est à 50% de local. Donc de local, comme je l'ai défini, de 200 km autour de la cuisine centrale, toutes filières confondues. C'est-à-dire que le pain, il faut que le champ, le boulanger, le moulin soient dans ce secteur-là. Produit et transformé. Pareil pour la viande, c'est la bête sur pied, l'outil de transformation d'abattage et le boucher et l'intermédiaire. Et maintenant, du coup, on pilote le changement. C'est-à-dire qu'on va voir, et c'est la démarche dans laquelle on est avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, on va voir ce que ça implique et comment en fait on a pu faire justement levier à la fois sur la structuration des filières, à la fois sur le maintien et le développement de l'agriculture biologique ou la transition écologique de nos paysans et de nos paysannes, mais également la juste rémunération, en fait, leur juste rémunération. Ça c'est quelque chose qu'on appréhende tout juste, mais que l'on a envie de piloter, notamment avec Max Havelaar, pour aller voir concrètement ce que ça a changé et ce qu'on a réussi à maintenir, voire développer leur rémunération tous les mois pour que celles et ceux qui nous nourrissent produisent bien, qu'il y ait des sourires dans les champs et qu'il y ait des sourires autant dans les champs que dans les salles de restauration où les enfants mangent les plats. Alors Aurélien Clavel, est-ce que justement cette remise, ou cette mise en avant en tout cas, des produits, des producteurs de plus grande proximité dans les assiettes de nos plus jeunes mais aussi plus âgés, est-ce que vous sentez aujourd'hui la différence, peut-être dans le regard aussi que la population porte sur votre travail? Est-ce que vous sentez déjà une différence aussi sur la possibilité de vivre de votre travail sur votre territoire? En fait, il y a différents aspects dans cette question, mais un des premiers qui a été intéressant et qui a été dit, c'est que là, on voit un petit peu un changement de vision, où jusqu'à maintenant, beaucoup ont demandé à l'agriculture, on a besoin de ça et de ça. Et là, l'approche qui a été dite, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter? Quand on s'adapte, ça veut dire que c'est déjà commencer à comprendre l'agriculture qui est possible ou non sur son territoire, et ça, c'est une chose primordiale. C'est-à-dire que, comme a été dit, les filières peuvent s'adapter, mais dans certaines limites, parce qu'il y a un territoire, il y a un climat dans tous ces aspects-là. Et là, on voit quand même, quand on est agriculteur, certains débouchés qui rentrent en compte. Donc oui, on voit ce changement qui est encore sans doute trop timide, malgré les bonnes volontés, je parle globalement en France, encore à l'échelle française, encore trop timide quand même. Même si on sent ces bonnes volontés, on sent qu'il y a quand même une volonté de le faire, il y a quand même beaucoup encore qui se cachent, et je parle de la restauration collective, derrière le fait des appels d'offres, des cahiers des charges, alors qu'il y a des possibilités pas de contourner, mais de les construire, comme ça a été dit, de façon un peu différente, en mettant des moyens aussi. C'est parce que quand on veut donner l'opportunité à l'agriculture ne peut pas supporter seule tous ces changements-là. Enfin, je ne vais pas en parler de toutes les actions qui sont passées, mais donc voilà. Ces aspects-là, oui, on sent ces changements, mais peut-être juste une chose à préciser, quand je parlais de construire des filières de proximité, c'est qu'il faut supprimer les intermédiaires. Il faut aussi massifier ce que les producteurs font. Et quand on parle de durable, c'est aussi optimiser, on l'a dit, la logistique. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que, notamment par exemple pour les légumes, ce n'est pas 10 producteurs différents qui vont venir porter leurs légumes à la légumerie ou directement aux cantines. C'est comment est-ce qu'on s'organise justement pour fournir en quantité et en qualité suffisante cet aspect-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur cet aspect-là, c'est que ce n'est pas 10 producteurs différents qui vont aller livrer, c'est comment est-ce qu'on les regroupe au sein
d'un organisme ou une plateforme logistique pour pouvoir acheminer ces produits-là. Oui, on l'entend dans ce que vous avez dit. Chacun parle de proximité, mais on parle de structuration de filières sur vos territoires. Et effectivement, on a besoin de produits qui soient parfois préparés par des professionnels, qui soient prêts aussi à être utilisés dans nos cuisines. Alors, on a beaucoup parlé de restauration scolaire. On a 3 élus là, et vous savez que le cheval de bataille de Restauco, c'est d'embarquer tout le monde. Et la moitié des repas qui sont servis en restauration collective, ils le sont à l'hôpital et en médico-social. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment vous, en tant qu'élu, est-ce que vous pouvez être un levier pour nous aider à changer aussi le repas dans ces structures où on a moins bénéficié de cet impact politique comme vous avez su le faire sur vos territoires dans la restauration scolaire? Voilà, quel rôle vous pouvez jouer? Est-ce qu'on peut embarquer ce secteur-là avec nous aussi? Oui, en fait, si vous voulez, tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler de centrale d'achat. Et en fait, nous, sur l'année 2023, on a mis en place, au niveau du département de l'Isère, une centrale d'achat qui peut toucher, je dirais, à la fois les communes, à la fois les EHPAD, les hôpitaux, et ça permet vraiment d'optimiser et permet, je dirais, aux différents agriculteurs d'avoir une possibilité de vendre leurs produits de façon plus importante. Donc vraiment avoir un effet de volume, quoi, quelque part. Et je pense que c'est important pour qu'ils puissent vraiment gagner le fruit de leur travail. Donc des outils que vous mettez à disposition des autres collectivités, peut-être qu'à Lyon et Paris, d'autres, je vous laisse réagir aussi. Oui, alors juste peut-être pour compléter un peu le propos sur effectivement le fait que ce n'est pas 10 agriculteurs qui vont emmener, etc. Oui, évidemment, bien sûr, c'est pour ça justement qu'on parle de structuration et qu'on parle de commandes groupées, d'allotissement, etc. Donc, mais il est important pour nous en termes de circuit court et de proximité qu'il y ait ce lien sans intermédiaire entre les producteurs et les gestionnaires. Alors sur nous, Paris, la PHP, donc voilà, la restauration collective de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, ne dépend pas de la ville de Paris, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'on aimerait bien les embarquer justement dans cette démarche. Alors, à leur décharge, moi j'ai plusieurs fois essayé de nouer ce contact-là avec la direction de la PHP, mais on va dire que depuis le début de ce mandat, entre 2020 et 2022, ils étaient en configuration Covid, et qu'ensuite, c'est pas à vous que je vais apprendre les difficultés de l'hôpital public aujourd'hui. Donc, je pense que ce temps-là n'est pas encore venu, même s'il y a bien sûr des efforts. Hein, toutes les deux, on a eu l'occasion dans d'autres régions que l'Île-de-France de voir des systèmes hospitaliers basculer dans la démarche Mon Resto Responsable, etc. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais c'est sûr que voilà, il y a en tout cas à Paris, on a encore des progrès à faire sur le sujet. Mais nous on porte, parce que Gauthier évoquait tout à l'heure le plaidoyer au niveau européen pour justement changer les réglementations sur les systèmes alimentaires. Il ne s'agit pas de changer totalement le code des marchés publics, mais en tout cas, nous portons avec France Urbaine et avec beaucoup d'associations, d'organisations, alors je pense à Manger Bio, Bioconsommateurs, et puis des juristes également, la revendication d'un changement de cette réglementation qui permettrait officiellement aux collectivités et à des organismes comme l'assistance publique hôpitaux de Paris de réserver au moins 50% de leur marché alimentaire à une production locale et durable. J'insiste sur le et durable. Donc voilà, c'est un lobbying qu'on porte auprès de l'Union européenne. Il y a déjà eu plusieurs étapes. On va continuer évidemment dans le contexte des élections européennes, et on continue. Et c'est de nature, ce type de changement de réglementation est de nature à installer vraiment cette démarche des collectivités pour tirer le marché, pour structurer les filières. Et puis ce serait un signal. Au moment où l'Union européenne est en train de renoncer absolument à tous ses engagements en termes de transition écologique de l'agriculture, ce serait quand même un beau signal qui serait envoyé pour que voilà, les collectivités, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut, et on le fait, on n'a pas le droit de mettre de critères de proximité. Mais quand Paris vote un plan alimentation durable en disant que 50% de sa restauration collective sera produite à moins de 250 km, ce n'est pas une façon de nous affranchir de la loi, on n'est pas comme ça. Mais il y a des techniques, on va dire, des astuces pour contourner cette contrainte-là. Par exemple, dire qu'il faut que les convives, les élèves, les crèches, etc., puissent... Enfin,
pas les crèches, mais des élèves d'écoles et de collèges puissent visiter l'exploitation dans un délai raisonnable. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de faire 2 jours de train pour aller voir l'exploitation d'où viennent les légumes qu'ils mangent. On peut aussi introduire des critères d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais c'est une complication de plus pour le donneur d'ordre, alors qu'une réglementation claire qui dirait que les systèmes alimentaires font partie des systèmes vitaux pour les États et pour les populations, et qui permettrait aux collectivités de réserver une bonne partie de leur marché à des producteurs locaux, ce serait un signal quand même, je pense, de nature à changer la donne. Ça serait facilitateur pour tous, en particulier les plus petits acheteurs. Alors pour terminer, Stéphane Morin, justement au sein du Conseil national de la restauration collective, vous travaillez en ce moment sur des outils, justement, en attendant peut-être cette réforme, mais des outils qui permettent à chacun de prendre en compte tous ces critères dont vous avez parlé pour démarrer, mais qui peuvent paraître un petit peu complexes parfois. Quels sont ces outils ? Alors peut-être, un premier là aussi préambule, on a parfois le nombrilisme de parler en tant que grands acheteurs, et j'entends tout à l'heure, c'est facile à faire. Non, c'est pas facile à faire, et Audrey le précisait, il faut travailler entre les lignes du code de la commande publique, des fois il faut aller chercher, je dirais, des caractéristiques techniques qui ne sont pas liées au juridique, mais qui sont liées effectivement à la proximité, durée de pâturage, et comment est-ce qu'on travaille la proximité dans un code de la commande publique et des règles européennes qui n'autorisent pas le localisme en tant que tel. Donc c'est pas si simple que ça. C'est facile pour les grands acheteurs. L'État a, je dirais, le privilège aussi d'avoir des grands acheteurs qui ne sont pas si novices que ça, même si je n'ai pas le taux de bio pour confronter effectivement par rapport à la ville de Paris sous la main. Bon, enfin, entre le CNUS, l'Economa des armées, voilà. Il y a effectivement, je dirais, des acteurs capables de faire. Et puis il y a beaucoup d'achats à l'État qui passent par des associations gérées par des syndicats qui sont pour le moins extrêmement sensibles à ces questions-là. Donc une fois qu'on a posé ça, effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que tout acheteur, quelle que soit sa taille, et y compris beaucoup de petits acheteurs qui peuvent exister non pas tellement à l'État, mais dans les collectivités territoriales et à l'hôpital, soient capables de s'approprier ce qui est quand même de la complexité dans un contexte où par ailleurs il y a un objectif de simplification. Donc le gouvernement est bien sûr attentif et il y travaille, et là je vais défendre un peu la paroisse, sur le fait de pouvoir intégrer du localisme et de l'acheter français, on va le dire comme ça, dans la restauration, dans la filière et dans d'autres domaines. C'est des combats de long terme. On vient de le faire sur le photovoltaïque, c'est 3 ans de discussion, ça sera mis en œuvre dans 1 an. Donc effectivement, et puis c'est des compromis à 27 qui ne sont jamais à hauteur de ce qu'on peut espérer. Il faut savoir travailler sur le court terme. Il faut savoir dire comment est-ce que, en attendant une ouverture au niveau de directives européennes qui viendra peut-être dans 3 ans, comment est-ce que l'on fait aujourd'hui? Alors les initiatives qui sont faites par effectivement les différents interlocuteurs ici sont extrêmement intéressantes. La question, c'est comment l'acheteur, je ne vais pas donner un nom de mairie parce que ce serait péjoratif, mais d'une petite mairie dans nos campagnes, est capable aussi de faire la même chose. Donc il y a la formation, mais il n'y a pas que la formation. Alors, former, c'est bien, mais il faut mettre à disposition de l'information aux personnes formées, et il faut s'assurer que les personnes formées soient capables d'utiliser positivement cette information-là, ou ces techniques, ou ces leviers. Donc, dans le cadre du effectivement, Conseil national de la restauration collective, on s'est donné un programme un peu ambitieux, donc j'aurai la présidence de ce GT, sur le fait d'aller travailler sur des aspects de réussir Egalim dans ses différentes dimensions, effectivement d'arriver à proposer des choses qui permettent, alors je vais dire un gros mot de localisme parce que je ne suis pas censé le dire compte tenu de mon rôle aux achats de l'État, mais ça ne sera pas répété, puis c'est filmé, donc tout ça est sur Internet dans 3 minutes. Et comment est-ce qu'on arrive à aller vers des closiers, voire des CCTP type, parce qu'un closier c'est pareil, c'est une complexité à utiliser. Si l'acheteur en bout de chaîne qui n'est pas forcément très aguerri, et souvent c'est des gestionnaires, c'est pas des acheteurs, gestionnaires de restauration doivent choisir telle clause, telle clause, telle clause, ils ne le savent pas forcément, ils peuvent mal compiler l'ensemble des clauses et faire quelque chose de boiteux, je vais le dire comme ça, en commande publique. Donc en fait il faut savoir aller jusqu'à mâcher le travail, vous m'excuserez le terme, pour faire en sorte que tout acheteur puisse avancer à défaut d'être complètement capable d'acheter à 50 km ou 250 km selon la nature de son territoire.
Un autre point qui est quand même d'arriver à structurer, je ne vais pas dire la fonction achat parce que ça n'a pas de sens compte tenu de la multiplicité des acteurs, mais je rejoins la question effectivement et l'initiative des départements de l'Isère et des centrales d'achat. C'est une expertise. L'expertise, et surtout sur la complexité qui est derrière, et je le redis, c'est pas si simple que ça, elle ne peut pas être portée par tout le monde et par quelqu'un qui fait un achat de restauration une fois que tous les 4 ans, et puis le lendemain, il fait de l'espace vert, il fait de la propreté, il fait autre chose. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à adosser les achats avec sur des centrales d'achat ou des groupements qui ont ce niveau de professionnalisation, qui sont capables de manipuler les outils à disposition en attendant peut-être de meilleurs outils, et capables d'avoir aussi ce dialogue tel que vous l'avez évoqué avec les filières pour aider les filières à se structurer et comprendre via le sourcing, ou le sourçage pour parler français, de ce que peut capable produire le territoire et comment est-ce que je l'intègre dans mon cahier des charges pour inverser le sujet. Donc c'est pas si simple, la formation et quand même une forme de mutualisation de l'achat me semble complètement indispensable. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que c'est possible avec du travail à chaque échelle, en fait, à chaque endroit. Et ce qu'on j'entends, et c'est un mot-clé qui nous est cher, c'est créer du lien, décloisonner, se connaître, parler et sortir peut-être des carcans dans lesquels on est parfois et qui nous empêchent de trouver les bons leviers pour travailler ensemble. On va prendre quelques questions, si vous avez encore quelques minutes. S'il n'y a pas de questions, je veux bien rajouter quelque chose à votre propos conclusif. Ça a un coût. Il ne faut pas se le cacher. Ça coûte de juste rémunérer nos agriculteurs et nos agricultrices. Ça a un coût en fonctionnement. Hein. Nous, c'est 1 million de plus par an qu'on verse dans ce marché-là pour la juste rémunération. Et ça a un coût en investissement aussi. Parce que, comme je le disais, les contraintes d'une collectivité, d'une cuisine centrale, souvent, font qu'il faut investir, c'est tout bête, hein, mais sur des grosses marmites, voilà, pour cuisiner plus de produits bruts ou de produits moins transformés ou bannir les produits ultra transformés. Donc ça a quand même un coût. On a une volonté politique de le faire et puis derrière, après, il faut mettre les moyens. Et à Lyon, on a fait le choix, en plus de ça, de mettre les moyens, mais dans un cadre de justice sociale, sans augmenter le prix à la cantine. Donc il faut bien expliquer aux parents d'élèves et aux enfants le lien qu'il y a et surtout que voilà, ça coûte plus cher, mais que c'est le choix de la collectivité de le faire parce que derrière, en fait, c'est une économie locale, hein, l'agriculture, que l'on décide de maintenir sur notre territoire. Quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est de ça dont il faut parler, c'est de nourrir les gens, en fait. Donc on a beau avoir une balance économique positive au niveau international, c'est très bien, mais si on ne peut pas nourrir les gens, ça va poser problème à un moment. Donc c'est bien de ça dont il faut parler, et c'est un coût pour les collectivités, mais qui est finalement un investissement long terme. Et puis on pourrait même parler de santé publique, enfin bon bref, après, voilà. Mais c'est aussi un investissement là-dessus. Oui, merci de le rappeler. J'entends donc c'est un choix politique d'investir pour cette alimentation durable et de qualité. Je vais proposer un mot de la fin à chacun d'entre vous. On va commencer par Aurélien. Voilà, vous aurez chacun le micro pour un mot de la fin. Oui, en fait, moi, le mot de la fin, si vous voulez, en fait, vous m'avez lancé un peu la perche et vous parlez de la ruralité, parce que ça aussi, ça fait partie de ma délégation au sein du conseil départemental. Et vous savez, au département de l'Isère, 76% des communes sont rurales. Mais ça augmente au niveau national, parce qu'au niveau national, on a plus de 82%. Et si vous voulez, l'agriculture et la ruralité, c'est un lien de proximité. C'est-à-dire que le premier acteur économique de nos villages, de nos communes rurales, c'est et restera l'agriculture. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut noter et ne jamais oublier. Et si vous voulez, nous, on a la chance. Moi, j'ai fait voter en assemblée départementale le 30 juin dernier. Je pourrais vous en donner, pour ceux que ça intéresse, la charte départementale de la ruralité. Et cette charte a été multipartenariale. Elle n'a pas été écrite uniquement par le département de l'Isère. Et elle a été écrite grâce aux acteurs de la ruralité, qui sont l'agriculture, bien sûr, la chasse, la pêche, les associations environnementales, les associations d'élus, et ce qui nous a permis de mettre en avant cette ruralité. Parce que bien souvent, malheureusement, elle peut être stigmatisée, et je peux vous dire que la ruralité a ses atouts, et il faut vraiment en parler, parce que sans l'agriculture, il n'y a plus de ruralité. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant. Merci. Alors, on va laisser le mot de la fin à notre agriculteur, si vous voulez bien.
J'aimerais dire 3 points. Ce qui a été intéressant, c'est que quand on parle d'agriculture et de juste rémunération, ne pas se cacher derrière son petit doigt, prendre sa part de responsabilité. C'est-à-dire que c'est facile de dire c'est la faute de l'autre, mais quels acteurs, chacun, quand on est acteur, quel rôle on a à jouer et qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai oublié mon deuxième point, excusez-moi. Mais le troisième point, un aspect aussi important, où ça a été dit rapidement, c'est l'Europe. Parce qu'on parlait des cahiers des charges. Le cahier des charges est restrictif à cause de l'Europe aussi, parce qu'ils ne veulent pas de préférence communautaire. Donc c'est voir comment au niveau européen on peut faire aussi évoluer cela. On a besoin de notre Europe, mais comment elle peut s'adapter, cette Europe, c'est important de le dire. Et par contre, évoluer sur un deuxième sens, et il y a eu des beaux exemples, et tout le monde en a parlé, pas faire comme l'Europe, c'est pas opposer agriculture et environnement, parce que les deux aussi vont ensemble. Très bien, donc on retiendra ce mot-là. Merci à tous.